Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Marx? Eh bien, il nous dit que finalement, l'échange international, il est dans la logique du capitalisme. La nécessité de l'élargissement des débouchés. Le capitalisme est un système qui ne peut que se développer. Vous vous rappelez? Qui ne peut qu'accumuler. S'il arrête de faire ça, il perd sa raison d'être. Il disparaît. Donc, il faut qu'il s'amplifie. À un moment donné, l'amplification, localement, elle n'est plus possible. Parce qu'il y a une crise, parce que ça ne va pas assez vite, et donc il va falloir trouver du débouché ailleurs. Et trouver du débouché ailleurs, eh bien, c'est précisément pratiquer de l'échange international. Alors, à l'époque de Marx, il dit, ouais, mais si on faisait ça entre pays développés, ça n'irait pas bien loin. En fait, l'idée, c'est d'aller dominer d'autres pays pour leur imposer nos marchandises et puis ensuite les piller en termes de matières premières. Donc, il nous parle de la colonisation et de l'impérialisme. Hein, donc, la théorie de l'échange international, chez Marx, elle est confondue, enfin, chez les marxistes, elle est confondue avec la théorie de l'impérialisme. Ce sont les pays du Nord, pour développer leur capitalisme, qui vont coloniser les pays du Sud, leur vendre les marchandises en surplus et surtout leur prendre les matières premières nécessaires à la fabrication des biens. Voilà la vision, effectivement, sinon de Marx, parce que Marx n'a pas dit grand-chose là-dessus, mais de ses continuateurs, et notamment un célèbre auteur qui s'appelle Rosa Luxembourg. Donc ça, c'est plus le début du XXe siècle, si vous voulez, où on commence à poser cette théorie-là. Mais c'est aussi à ce moment-là où les empires coloniaux sont bâtis, et tellement bien bâtis et solides d'ailleurs, qu'ils vont aboutir quelque part au premier conflit mondial. L'impérialisme et la domination des pays colonisés. Évidemment, c'est... Donc, vous remarquez, là aussi, ce qui se passe à l'international est un prolongement de ce qui se passe dans le système capitaliste local. Le prolétariat est exploité par la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie, elle sort de ses frontières et elle va exploiter les autres pays. Et d'ailleurs, dans les autres pays, c'est intéressant, elle va aller exploiter les travailleurs des autres pays, les prolétaires, mais aussi les bourgeoisies locales. C'est presque une théorie aussi de la domination, si vous voulez, de la bourgeoisie en fonction de sa localisation internationale. Alors, bon, on a compris, chez Marx, bon, c'est le caractère vital du capitalisme qui fait qu'on est obligé d'élargir les débouchés. Alors, on arrive à une période beaucoup plus récente, les années 60-70, où une partie du courant marxiste va se relâcher un petit peu le dogme, si vous voulez, et vraiment s'intéresser aux problématiques du tiers-monde. Je vous rappelle que le concept de tiers-monde remonte dans les années, je ne sais plus si c'est 54 ou 56, conférence de Bandung. Et on doit ce terme au journaliste et essayiste français Alfred Sauvy, qui désigne par là le tiers-monde, c'est comme le tiers-État, c'est-à-dire les pauvres, ceux qui n'ont rien. Et puis le tiers-monde, c'est aussi, il y a les capitalistes, il y a les communistes, et puis il y a un autre groupe à constituer. Voilà le troisième monde. Et puis, les pays sous-développés, eh bien, à cette époque-là, c'est un tiers des habitants de la planète. Alors donc voilà la justification de ce concept de tiers-monde. Et il y a des gens qui vont effectivement travailler sur les problèmes spécifiques de ce tiers-monde, on va les appeler les tiers-mondistes. Alors les tiers-mondistes, ils développent l'analyse centre-périphérie. Et on va voir qu'effectivement, ils sont pas en rupture avec la théorie marxiste. Donc ils pensent que les pays du Nord, les pays riches, les pays capitalistes, à l'origine, c'est le centre. Et que le centre organise la planète en fonction de ses intérêts. Donc, il va se déployer dans la périphérie. La périphérie, c'est les pays du Sud. Ils seront toujours à la périphérie du développement, de la richesse, etc. Alors, ils sont maintenus loin du centre. Mais on va les utiliser pour produire la richesse du centre. Hein, donc là aussi, on est dans un magnifique modèle de la domination. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent deux choses importantes, ces économistes-là. Ils nous disent d'abord, l'échange entre les pays riches et les pays de la périphérie, les pays en développement, est un échange inégal. On échange beaucoup de valeurs contre peu de valeurs. Matière première, peu de valeur.
Hein, la valeur d'une matière première, le contenu d'une matière première, ne change pas dans le temps. Alors que les autres biens qui vont être fabriqués avec cette matière première, eux, vont avoir une valeur qui augmente. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent toujours de plus en plus de technologies sophistiquées. Donc vous comprenez bien qu'au départ, la matière première est pas chère, mais elle sera de moins en moins chère par rapport aux produits qu'on fabrique avec. C'est ça l'idée d'échange inégal. Autrement dit, ces pays, pour pouvoir se payer nos marchandises contre leurs matières premières, ils sont toujours obligés d'extraire et de vendre de plus en plus de matières premières. Il en faut de plus en plus pour payer les produits. Voilà l'idée d'échange inégal. Et cette idée sous-jacente de dégradation des termes de l'échange, c'est-à-dire que non seulement c'est inégal au départ, mais que cette inégalité va progresser dans le temps. Hein, si vous préférez, pour faire simple, je vous donne un exemple qui évidemment n'est pas juste, mais qui va vous permettre de comprendre. Auparavant, il me fallait 1 tonne de pétrole pour acheter une automobile. Eh bien, aujourd'hui, il me faut peut-être 10 tonnes de pétrole pour acheter une automobile. L'exemple n'est pas très bon, puisque le pétrole a une valeur qui augmente, hein, mais pensez aux autres matières premières. Hein, voilà donc la nature de l'échange inégal. Donc, forcément, ces pays sont contraints au déficit de leur commerce extérieur. Ils sont dépendants souvent de 2 ou 3 matières premières, dont le prix est stable, voire parfois s'effondre, et en contrepartie, ils doivent acheter des biens technologiquement sophistiqués qui coûtent de plus en plus cher. Hein, donc voilà le grand apport de ce mouvement éphémère des années 70-80. On en conclut au pillage du tiers-monde et à son non-développement. D'accord ? Donc la prescription est simple. Refermez-vous. Ne vous insérez pas dans l'échange international. Commercez entre vous, entre pays à faible niveau de développement. Dans les mêmes années, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tout le monde demande à ces pays en développement, surtout si vous voulez vous développer, insérez-vous à l'échange international. Participez à la spécialisation. Hein, donc on a 2 lectures totalement différentes des choses quant au développement de ces pays à faible niveau de développement, justement. Alors, le mouvement altermondialiste, alors j'ai souvent je présente les choses souvent sous forme d'une histoire un peu caricaturale. Donc, la dernière caricature en date est la suivante. Les marxistes ont perdu, évidemment, l'essentiel de ce qui les tenait avec la disparition du camp soviétique et du camp communiste d'une manière générale. Et donc, derrière, il y a une crise forcément très, très importante de la pensée marxiste. Et donc, ils se sont reconvertis, entre guillemets. Et ils se sont reconvertis. Alors, dans un premier temps, on a vu la bifurcation vers les tiers-mondistes. Donc là, c'est une partie des marxistes qui s'intéressaient aux pays du tiers-monde. C'était les enseignants qui voyageaient dans les universités africaines, etc. Et donc étaient très sensibilisés à ces situations. Et puis, derrière, eh bien, avec la disparition du paradigme marxiste et de la réalité du communisme, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à militer pour l'altermondialisme. C'est-à-dire, finalement, de dire que les hommes ils aient des relations nombreuses et multiples entre eux au niveau planétaire, c'est plutôt une bonne chose, mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle relation. Donc, on n'est pas contre la mondialisation, on est contre cette mondialisation libérale, et on est pour un autre type de mondialisation, beaucoup plus basé sur la coopération, etc. Hein, c'était un discours très très important. D'ailleurs, je vous rappelle que les altermondialistes s'appelaient anti-mondialistes au départ. Ce qui était un non-sens absolu. Parce que dans le même temps, ils utilisaient Internet pour communiquer. Et ils se disaient anti-mondialistes. D'accord ? Et évidemment, la formule altermondialiste, c'est-à-dire pour une autre mondialisation beaucoup plus équilibrée, évidemment que le message est beaucoup plus fort et beaucoup plus écoutable. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces altermondialistes ? Eh bien, ils nous disent que, attention, parce que derrière les produits se cachent des modes de vie. Donc là, c'est l'aspect sociologique qui va presque primer dans certaines critiques, de dire on est en train de déstructurer les sociétés.
quand on fait manger du riz aux Africains, et on fait manger du riz aux Africains, on oublie tout simplement que l'Afrique est extrêmement pauvre en production de riz. Et que donc le commerce international, pour des raisons de coût, le riz est moins cher que la céréale locale africaine. Il a de meilleurs rendements, etc. Il est moins cher quand on le produit en Asie et qu'on l'amène par bateau en Afrique. Donc, quelque part, ils ont écouté Smith. Ils ont fait venir du riz à la place des céréales traditionnelles africaines. Mais du coup, ça change tout. Toute l'alimentation, etc. Ça veut dire plus d'indépendance alimentaire. On est incapable de faire pousser du riz dans plein de pays africains. C'est des plantes à eau, comme chacun sait. Donc c'est ça, la déstructuration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en Afrique, aujourd'hui, en Afrique occidentale, les gens n'ont plus d'élevage de poulets, ce qui était une source de revenus pour les petites gens. Chacun faisait pousser son poulet, ses 2-3 poulets, le vendait, l'échangeait à son voisin. C'était la base de l'économie informelle, de l'autosuffisance alimentaire, de l'échange de proximité, d'avoir le minimum de monnaie pour pouvoir régler les transactions qui sont obligatoirement monétaires. Enfin, c'était très très important. Alors il n'y a pas que le poulet, mais le poulet participait à ça. C'est facile d'élever des poulets, même en ville presque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le poulet américain, subventionné par les Européens, donc européen, israélien, est moins cher que le poulet produit localement en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y a plus personne qui élève des poulets en Afrique. Donc il n'y a plus d'autosubsistance alimentaire. Et on est tout dépendant des importations de produits dont on peut d'ailleurs porter quelques doutes sur les qualités alimentaires, entre parenthèses, parce que vous imaginez, pour faire arriver des poulets à un prix très très faible dans les pays africains, vous imaginez dans quelles conditions sont élevés les poulets. Donc en gros, on a remplacé un bon produit qui avait son utilité économique et sociale localement par un mauvais produit qui ne fait qu'enrichir des multinationales. Voilà aussi à quoi peut conduire effectivement le libre-échange entre des pays à niveau de développement extrêmement différents. Et le problème de la perte d'autosuffisance alimentaire liée à l'insertion au commerce mondial est un problème extrêmement important. Les Africains ont de plus en plus arrêté toute production vivrière pour louer leurs terres à des grandes compagnies occidentales pour faire pousser des légumes qui sont vendus ensuite en Occident. Des haricots verts, c'est impressionnant. Donc, déstructuration. Et puis, acculturation. Encore une fois, quand on achète des produits américains, on ne s'y trompe pas, parce que souvent, les produits américains, on les achète parce qu'il y a le mythe américain. Enfin, inconsciemment, ça fonctionne comme ça, quoi. Il y a la culture américaine derrière le produit américain. Et la culture américaine, sans porter aucun jugement sur elle, bien évidemment, elle n'est pas forcément à sa place dans un pays africain. Ou, si vous voulez, qu'est-ce que ça provoque dans la tête des enfants, ce contact entre les réalités d'une culture aux antipodes de la leur et la leur? Qu'est-ce que ça provoque? Donc ça pose, l'insertion au commerce mondial pose un certain nombre de problèmes, en tous des cas, pour les pays qui sont de cultures économiques et sociales extrêmement différentes. Donc problème de déstructuration, problème d'acculturation. Sans parler évidemment que les altermondialistes y mettent aussi l'accent sur ce qu'avaient dit en partie les tiers-mondistes. C'est que de toute façon, on vient dans les pays du tiers-monde pas par philanthropie. On vient pour faire du business. Et qu'en faisant du business, éventuellement, on ne le fait pas trop proprement non plus. Donc après, c'est tous les phénomènes d'implantation de firmes transnationales dans des territoires où on exploite les enfants, où on fait travailler les gens sur des durées vraiment très impressionnantes, où il n'y a pas de droits syndicaux, etc. Il y a aussi tout cet aspect-là.